L'Empire ottoman, l'un des empires les plus importants de l'histoire qui, à son apogée, a réussi à s'étendre sur 3 continents, en plus de consolider une population multiethnique, multiculturelle et multireligieuse pendant plus de 6 siècles. Alors, comment une petite dynastie qui a émergé des steppes d'Asie centrale a-t-elle réussi un tel exploit pour l'histoire? Pour le savoir, regardez la vidéo jusqu'à la fin. Pour comprendre l'origine des Ottomans, nous devons remonter au XIIIe siècle au Turkestan, région d'Asie centrale entre la mer Caspienne et le désert de Gobi, d'où émergeraient les peuples turcs qui seraient même apparentés aux Mongols. Comment savons-nous cela? Eh bien, comme je vous le dis toujours, par les affiliations linguistiques, dans ce cas entre les langues turques et mongoles. Enfin, le point est que l'un de ces peuples, les Turcs, établirait des relations commerciales avec les peuples musulmans qui s'étaient étendus depuis la péninsule arabique et adopteraient finalement la religion dans la branche sunnite. Plusieurs Turcs s'enrôleraient dans les rangs de certaines armées musulmanes, comme celle du califat abbasside, l'un des premiers califats fondés par Abu Pri Abbas, qui était apparenté à Mahomet. Les Turcs oghuz continueraient à s'établir au Moyen-Orient, formant certains États islamiques, et même une dynastie d'entre eux réussirait à former l'empire seldjoukide, descendant de Seldjouk, qui fut le héros éponyme de ce peuple, et qui engloberait tout cet espace qui inclurait la région d'Asie mineure ou Anatolie, l'actuelle Turquie. Les Turcs ottomans, qui sont le peuple qui nous concerne, grimperaient les échelons de l'armée seldjoukide grâce aux victoires lors des affrontements principalement contre l'empire byzantin en déclin. D'autre part, face aux invasions mongoles constantes, l'empire se fragmenterait en sultanats toujours dépendants de la dynastie seldjoukide. Les Ottomans, pour leur part, formeraient le sultanat de Roum, au centre de l'Anatolie, après la bataille de Manzikert, où ils ont expulsé les Byzantins. Bien que officiellement, l'État indépendant ottoman ne se formerait pas avant 1290 après l'arrivée au pouvoir d'Osman Prom, qui profiterait de la faiblesse des Byzantins et des Seldjoukides pour renforcer son propre État, qui serait appelé ottoman, et dont il se proclamerait bey. Les premières conquêtes officielles seraient réalisées par son fils Orhan Prom, qui réussirait à conquérir Nicée et Bursa, et pénétrerait ensuite en Europe en conquérant une forteresse en Thrace, région des Balkans, tout cela provenant de l'Empire byzantin. Orhan y serait suivi par Murat-Yurs, qui s'emparerait de Dirne qui serait converti en une nouvelle capitale, où il se proclamerait sous le titre de sultan, qui est le titre utilisé par certains États islamiques, équivalent à celui de roi. Avec cela, les Ottomans avaient déjà un pied en Europe. Le premier à tomber serait l'Empire serbe, qui s'était étendu à travers les Balkans et qui, après la bataille du Kosovo, deviendrait un État vassal, bien que cela coûterait la vie du sultan nouvellement proclamé. Une décennie plus tard, sous le règne de Bayezid Ier, le prochain à tomber serait l'Empire bulgare, après la bataille de Nicopolis, où les Bulgares ont bénéficié du soutien des États catholiques européens, malgré les différences avec les orthodoxes, car ils commençaient déjà à ressentir l'avancée de l'islam. Cependant, cela n'était pas suffisant. L'expansion ottomane devenait de plus en plus imminente. Les succès militaires de l'Empire ottoman étaient en grande partie dus aux janissaires, des troupes d'infanterie composées principalement de jeunes prisonniers de guerre, capturés dans les villages chrétiens, et forcés de se convertir à l'islam et de combattre pour l'Empire, avec l'incitation qu'en dépit d'avoir été esclaves, ils pourraient grimper jusqu'à des rangs militaires élevés selon leur performance. Un autre point en leur faveur était l'instabilité politique des Balkans à la fin du Moyen-Âge. Les Ottomans étaient doués pour exploiter les faiblesses de leurs ennemis. Les prochaines victoires ottomanes seraient consolidées à la bataille de Varna, où les Ottomans ont vaincu les Hongrois et les Polonais, et qui serait le prélude à un événement sans précédent, la chute de Constantinople, dernière ovation de l'Empire byzantin sous le commandement du sultan Mehmet Amar. Malgré la grande force de la ville et le soutien de la flotte des États italiens, ils n'ont pas pu faire face à l'artillerie ottomane qui envahit la ville et exécute le dernier empereur Constantin XI. Byzance avait disparu après 1000 ans et l'église de Sainte-Sophie, imposant monument de la chrétienté, serait transformée en une mosquée. Cet événement marquerait le début de la période d'expansion de l'Empire, car pendant la seconde moitié du XVe siècle, ils parviennent à conquérir les États grecs, les régions de Bosnie et Herzégovine, le Monténégro, l'Albanie et la Crimée.
Mais ce n'est qu'au règne de Selim Prim qu'ils parviennent à vaincre l'empire perse safavide à la bataille de Chaldiran, puis le sultanat mamelouk d'Égypte lors de la bataille de Ridania, où ils prennent les villes saintes de Jérusalem, Médine et la Mecque, obtenant ainsi le titre de calife, c'est-à-dire délégué de Mahomet et autorité suprême de l'islam. 2 ans plus tard, l'Algérie serait conquise. Waouh! Les Ottomans étaient en feu. Si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour rester informé de plus de contenu. Mais l'apogée commencerait avec le règne du célèbre Soliman Ier le Magnifique, qui, en plus d'être l'empereur le plus mémorable de l'Empire, était un excellent stratège militaire, législateur, poète et intellectuel qui a amené l'Empire à son apogée. En plus de consolider la stabilité interne et de travailler avec des gens efficaces, comme son ami, le grand vizir Ibrahim. Peu après le début de son mandat, il a conquis Rhodes, dernier vide chrétien en mer Égée, et a triomphé à la bataille de Mohacs, où après avoir assassiné Louis de Hongrie, une grande partie de son territoire a été annexée. Cependant, son exploit le plus mémorable a été le siège de Vienne, où Soliman est resté aux portes de la capitale du Saint-Empire romain germanique, qui a failli être conquise grâce à son puissante artillerie, si ce n'était l'arrivée de l'hiver. C'est donc un fait historique à retenir. Comment l'histoire aurait-elle changé si les Habsbourg étaient tombés? Peut-être serions-nous maintenant musulmans en Amérique? Dans les années suivantes, Soliman réussirait à annexer les actuels Irak et Libye et réaffirmerait le contrôle en Méditerranée pendant la bataille de Preveza. Il poursuivrait l'annexion de territoires hongrois jusqu'à Budapest. Sultan admirable, n'est-ce pas? Cependant, Soliman avait un talon d'Achille, tombé amoureux de la belle Roxelane, une concubine polonaise qui l'a transformée en sa légitime épouse et qui l'a convaincu que son fils avec une autre concubine et successeur, Mustapha Moulinsi, conspirerait pour le renverser, donc Soliman ordonnerait son exécution. De cette façon, le sultan mémorable, qui a vécu ces dernières années dévastées par la mort de Roxelane, serait succédé par son fils avec son bien-aimé, Sélim II. L'héritage expansionniste de Soliman perdura un siècle de plus. Pendant la seconde moitié du XVIe siècle, les actuelles Tunisie et Chypre en Méditerranée seraient dans ses conquis, ainsi que les territoires du Caucase, les actuelles Arménie, Azerbaïdjan et Géorgie. D'un autre côté, il subirait également quelques revers, comme la célèbre bataille de Lépante, ou la Sainte Ligue formée par l'Empire espagnol, la République de Venise, les États pontificaux, Gênes et les duchés de Toscane et de Savoie, s'unirent pour vaincre les Ottomans, qui perdraient une certaine autonomie en Méditerranée. Mais waouh! À ce stade, nous avons déjà un empire avec un grand nombre d'ethnies, de langues et de religions différentes. Comment faisait-il pour rester stable? Eh bien, la tolérance religieuse et culturelle était l'une des caractéristiques de l'Empire ottoman. Musulmans, juifs, chrétiens orthodoxes et catholiques pouvaient suivre leur foi sans être persécutés, contrairement à d'autres endroits en Europe. À cela s'ajoute que l'inégalité sociale n'était pas si grande et que les Ottomans présentaient les niveaux d'analphabétisme les plus bas du continent. Au cours du XVIIe siècle, il y a eu quelques nouvelles avancées dans l'actuelle Algérie et l'Irak, ce dernier obtenu après la guerre ottomane safavide, atteignant son point d'expansion maximal vers 1620 ga. Bien que je te donne un spoiler, beaucoup d'Ottomans auraient aimé en prendre un autre à cette carte. En 1645 commencerait la Grande Guerre turque, où l'Empire ottoman, avec ses États vassaux, dans une tentative de continuer à s'étendre en Europe, affronterait la Sainte Ligue, à laquelle se joindraient la République des Deux Nations et l'Empire russe. Pendant cette période, la bataille de Vienne se distingue, dans laquelle les forces du sultan Mehmed IV ont tenté un deuxième siège de Vienne, résultant en une défaite décisive qui a marqué un recul irréversible sur le continent. La guerre turque se terminerait en 1699 après la signature du traité de Karlowitz, dans lequel l'Empire ottoman céderait les territoires de la Hongrie aux Habsbourg, ainsi que certains territoires à la Russie, la Pologne et Venise. La période de stagnation ottomane avait commencé. Comme son nom l'indique, cette période a été caractérisée par le fait qu'il n'y a eu aucune autre expansion, mais plutôt quelques pertes, comme pendant les guerres russo-turques, où en 1739 il perdrait la ville d'Azov, et en 1774 une partie de la région de Yédisan, ce qui donnerait aux Russes un accès à la mer Noire. D'autre part, certains États au sein de l'Empire gagneraient une certaine autonomie, comme dans le Pachalik d'Égypte et la Régence d'Alger.
En ce qui concerne la politique, certaines périodes d'instabilité commencent face à des périodes courtes entre les sultans, et même l'un d'eux, Ahmet III, serait renversé par les janissaires qui étaient censés montrer leur loyauté envers le sultan. Cela serait après la défaite dans la guerre contre les Safavides de Perse, où les Ottomans seraient expulsés de la Perse occidentale. Oui, les portes de l'Orient se fermaient également. Le 19e siècle commence avec deux facteurs externes qui affecteraient l'Empire. 1. La révolution industrielle, qui se faisait déjà sentir dans certains pays d'Europe occidentale, à laquelle l'Empire ottoman était de plus en plus relégué. Et 2. La Révolution française, qui commencerait à éveiller des sentiments de nationalisme sur tout le continent. Les ethnies à l'intérieur de l'Empire ne feraient pas exception. Les premiers à remettre en question le joug ottoman seraient les Serbes orthodoxes, qui payaient plus d'impôts que les Bosniaques musulmans, ce qui commencerait à provoquer quelques insurrections. De plus, l'État serbe commençait à se fragmenter. Bien qu'il soit un seul peuple parlant la même langue, les Serbes étaient orthodoxes, les Croates catholiques et les Bosniaques des musulmans convertis. Cependant, les premiers à prendre officiellement les armes furent les Grecs, qui se basèrent sur l'unification des États helléniques, qui avait autrefois été l'une des cultures anciennes les plus importantes de l'histoire, et qui, après 9 ans de lutte, obtiendraient leur indépendance avec le soutien de la France, du Royaume-Uni et de la Russie, marquant ainsi le début de la période de déclin de l'Empire ottoman. La perte suivante serait la régence d'Alger, car en essayant de maintenir les soulèvements en Europe, le Maghreb serait négligé, et dans ce cas, l'Algérie serait occupée par la France. D'autre part, les tensions avec les Russes augmentaient en même temps que les désirs d'indépendance des nations balkaniques face à un panslavisme croissant où l'on cherchait l'indépendance, la coopération et l'union culturelle des nations slaves d'Europe, dont la Russie se sentait la protectrice. De plus, les Russes appelaient Constantinople Saligrado, car étant donné que la Russie et la majorité des nations slaves étaient orthodoxes, ils estimaient qu'ils devaient reprendre l'ancienne Byzance, berceau du christianisme orthodoxe. Oui, un cocktail de théologie, nationalisme, de ressentiment historique. En 1876, Abdul Hamid II montrait au pouvoir, qui, dans une tentative de s'adapter aux idéaux libéraux en vogue, établirait les premières élections générales en introduisant une monarchie constitutionnelle. Dans cette constitution, l'égalité entre tous les individus serait décrétée. Il n'y aurait donc plus de différence entre les impôts payés par les juifs, les musulmans ou les chrétiens. 1 an plus tard, les Ottomans seraient vaincus dans une nouvelle guerre. En Russie, ils perdent les États caucasiens. De plus, la Serbie, la Roumanie et le Monténégro obtiennent leur indépendance. La Bosnie serait prise par l'Autriche et la Bulgarie, pour sa part, gagnerait une certaine autonomie, mais reste encore un État vassal de l'Empire ottoman. Pour cela, ils avaient déjà perdu 200 000 km² en Europe. À juste titre, l'Empire était déjà connu sous le nom de « le malade de l'Europe ». Et ce n'est pas pour rien, car peu de temps après, Chypre est occupée par les Britanniques, qui en 1882 transformeront l'Égypte en un protectorat. Les Français prendraient de leur côté la Tunisie. Cela a mis en colère Abdul Hamid, qui mettrait fin à la parenthèse démocratique face aux agressions européennes en optant pour un régime autoritaire, bien qu'il ait d'autre part modernisé l'armée, l'éducation, le commerce et l'infrastructure. De plus, face à la trahison de ses soi-disant alliés commerciaux, de nouvelles alliances se sont ouvertes avec une puissance discrète émergente, l'Allemagne, avec qui a même commencé la construction d'un train de Berlin à Bagdad. En entrant dans le XXe siècle, la Bulgarie déclarerait son indépendance en 1908. Ainsi que certains nationalismes ont commencé à émerger dans les provinces ottomanes, un autre a également commencé à émerger que les sultans ne s'attendaient pas, le nationalisme turc. Et cela s'est manifesté dans l'insurrection d'un groupe de militaires anti-ottomans connus sous le nom de Jeunes Turcs qui ont renversé Abdurhamid. Bien que le sultan déchu ait été remplacé par son frère Mehmed V, la monarchie avait perdu son pouvoir de facto, qui avait été pris par les Jeunes Turcs en formant un gouvernement de junte. Quelques années plus tard, les mésaventures de l'Empire surgiraient en 1912, lorsque l'Italie leur arrache la région de Tripolitaine, l'actuelle Libye, pendant la guerre courte. Et plus tard, ils perdraient leur dernier territoire en Europe, pendant les premières guerres balkaniques où la Bulgarie et la Serbie, la Grèce et le Monténégro
arrachant la Macédoine à l'Empire et l'Albanie obtint son indépendance, bien qu'ils se battent ensuite entre eux pendant la Seconde Guerre des Balkans. Vers 1914, l'échiquier géopolitique s'était déjà organisé en un jeu d'alliance qui a déclenché la Première Guerre mondiale après l'assassinat de l'archiduc hongrois à Sarajevo. L'Empire ottoman ne serait pas étranger et participerait à contre-cœur du côté des puissances centrales. Au début, quelques victoires seraient obtenues à l'ouest comme à Gallipoli, sous le commandement du maréchal Mustafa Kemal. Souviens-toi de ce nom. Cependant, ils n'auraient pas la même chance sur le front de l'Est, où ils ont été battus par les Russes dans le Caucase. Et en parlant du Caucase, le gouvernement ottoman et les jeunes Turcs ont accusé les Arméniens de trahison, donnant le coup d'envoi au génocide arménien, dans lequel la vie d'environ 1 million de personnes, près d'un tiers de la population arménienne, a été éliminée. Oui, le génocide juif n'est pas le seul des guerres mondiales. En ce qui concerne le Moyen-Orient, le sultan convoquerait une guerre sainte à la recherche de l'unification des peuples arabes contre les alliés, ce qui n'a pas tout à fait fonctionné, car face au mécontentement de se battre dans une guerre qui n'était pas la leur, la rébellion arabe éclaterait, dans laquelle l'émir de la Mecque, Faisal I, dirigerait la rébellion soutenue par les Britanniques qui lui promettraient l'unification de un État arabe indépendant, et comme vous pouvez l'imaginer, cela a été un coup bas pour les Ottomans. Vers 1918, les puissances centrales tomberaient et l'Empire ottoman ferait de même, commençant la période de dissolution. Cela activerait le traité de Sykes-Picot où les Britanniques et les Français, loin de tenir la promesse de l'unification d'un État arabe, séparèrent le territoire en sphères d'influence, créant les pays de la Syrie et du Liban sous mandat français, l'Irak, la Jordanie et la Palestine sous mandat britannique. En ce qui concerne la région d'Anatolie, avec le traité de Sèvres, le territoire ottoman serait réduit à la partie occidentale de l'Anatolie, un traité qui a été rejeté par le mouvement national turc, une association nationaliste dirigée par Mustafa Kemal, marquant ainsi le début de la guerre d'indépendance turque, au cours de laquelle, après 4 ans de lutte, ils ont réussi à établir la République de Turquie, remplaçant le traité de Sèvres par celui de Lausanne, où les frontières de la Turquie actuelle seraient convenues avec la capitale à Ankara et l'exil du dernier sultan Mehmed VI. L'Empire ottoman avait atteint sa fin. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de me soutenir avec un like, de laisser un commentaire et de vous abonner à ma chaîne pour être au courant de plus de contenu. À la prochaine!